Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 13 heures pile, donc on va débuter notre webinaire. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire, le premier de 2026, donc qui vous est proposé par Opus Fabrica, Parenthèse et Happy in France. Donc, nous avons choisi le sujet pour ce premier webinaire de l'interculturalité. Puisque le titre, donc, c'est Interculturalité et santé mentale au travail, décoder l'invisible pour mieux coopérer. Donc, avant de débuter ce webinaire, je vais donner la parole à Nathalie Bardouille, docteur en psychologie et présidente d'Opus Fabrica, qui va nous faire une petite introduction et qui va nous présenter donc les intervenants d'aujourd'hui. Nathalie, je te Ah, laisse la parole. si je mets mon micro, c'est mieux. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci Thomas. Donc effectivement, nous avons décidé de lancer pour ce début d'année ce webinaire sur cette nouvelle thématique de l'interculturalité. Opus Fabrica accompagne de nombreuses entreprises, de nombreuses organisations, dont un certain nombre sont dans des configurations transnationales et multiculturelles. Donc, on a identifié sur le terrain effectivement un certain nombre de besoins. C'est pour ça qu'on a souhaité développer une offre dédiée et vous proposer ce webinaire. Alors, les enjeux de l'interculturalité, ils sont autant individuels que collectifs. Et puis, ils touchent aussi bien les enjeux de santé mentale que de coopération et de performance, et notamment de performance durable. Donc voilà pourquoi on a voulu traiter ce sujet qui est vraiment dans l'ADN d'Opus Fabrica et on a voulu le traiter toujours dans l'esprit pluridisciplinaire et partenarial que nous souhaitons porter avec ces webinaires. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est l'alliance d'Opus Fabrica avec Parenthèse, Théâtre en entreprise et Happy in France, donc trois cabinets réunis pour traiter ce sujet. Il y aura Isabelle Bouvier et Laure Sourcy d'Opus Fabrica, ainsi que Mathilde Baudu d'Happy in France, qui vont être les trois experts qui vont vous proposer effectivement un certain nombre de choses sur ce sujet. Et puis, nous avons également Thierry Laforgue de Parenthèse, accompagnée d'Elisa Becker, qui est d'Opus Fabrica et de Parenthèse, puisqu'elle est psychologue et comédienne, et Fernando Bercebal, qui nous vient directement d'Espagne. Donc, eux vous proposeront effectivement une scénette, une approche théâtralisée, vous verrez, très, très interculturelle. Voilà, c'était quelques mots d'introduction. Je vous souhaite un très bon webinaire. Thomas va vous présenter un petit peu le programme et moi, je vous retrouverai à la fin pour la conclusion. Merci Nathalie. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter d'abord le sommaire de ce webinaire. Avant de débuter, Isabelle va prendre un petit temps pour poser le cadre et définir ce que nous entendons par la notion de culture et surtout d'interculturalité. Ensuite, dans une première partie, nous allons voir avec Laure Sourcy qui va nous présenter les enjeux et les défis du point de vue collectif des situations liées à l'interculturalité. Dans une seconde partie, Mathilde et Isabelle vont nous apporter un regard plutôt sur les défis, cette fois-ci au niveau individuel, et notamment sous le prisme de l'expatriation et de l'impatriation. Et enfin, on prendra un temps à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, je vous informe que vous pouvez réagir et poser vos questions en direct tout au long du webinaire sur le chat qui vous est dédié directement sur Teams. Et donc tout d'abord, on va commencer, comme Nathalie l'a dit, par notre traditionnelle scénette que nous réalisons pour chaque webinaire et qui va nous permettre d'illustrer ce sujet. Donc on va retrouver Thierry, Elisa et Fernando. C'est à vous. Oui, bonjour Elisa, ça va? Oui, ça va super et toi? Ouais, ça va, écoute, ça va. Et en fait, là, Fernando, il se connecte pas? Et si, il va arriver. Il a un souci avec les horaires, non? Et pourquoi tu dis ça? Écoute, c'est pas un peu espagnol d'être à l'aise avec les horaires?
Mais c'est quoi ces a priori, là? Non, mais franchement, là, moi, je me suis connectée maintenant, alors je n'ai même pas fini à manger, hein. Mais je suis là. Lui, il s'en moque, lui, il déjeune à 14 heures. Et pourtant, monsieur est en retard. Non, mais vraiment, je te dis, il a un souci avec les horaires. C'est un truc de malade. Chaque fois que je l'appelle, il est soit pas dispo, soit il est au restaurant, il n'est pas encore arrivé au bureau. Ah, il y a un décalage, c'est vrai, mais bon, il faut faire avec. Non, mais vraiment, c'est pas évident. Et des fois, je me dis, mais c'est pas possible, il fait exprès. Tu vois, l'autre jour, il m'a appelé, c'était 19h30. 19h30. Mais moi, j'étais avec mes enfants, on était en train de dessiner, de passer un bon moment. Il fallait que je stoppe tout parce que monsieur me donnait enfin la réponse que j'attendais sur le projet Factor. Ah oui, c'est vrai, il y a un décalage, je te dis, mais il faut accepter, il faut faire avec. Hola, Ah, Fernando, te voilà. Hola, Fernando. Ouais, enfin, hein. bonjour, quoi enfant? Je ne suis pas en retard, je suis à l'heure. Ouais. Bon, Ah, allez, perdons pas de temps là. Parlons du projet FLS. Fernando, t'en es où? Est-ce que tu as des news à nous annoncer? FLS, comme faut les supplier, Arrête. Pourquoi tu dis ça? j'attends toujours leur session sur les modifications attendues et je ne les sais pas. Oh non, Fernando, le roi des blagues, vraiment. Mais comment tu peux encore rigoler, toi? Franchement, moi, personnellement, ça me donne pas envie de rire. Ils n'ont toujours pas envoyé leurs attendus, mais j'en ai marre. Écoute, je les relance tout de suite. Ils sont en retard. Ils s'étaient engagés à les envoyer avant la fin de l'année, donc j'écris un mail tout de suite. Oui, 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 tu as raison, il n'y a pas plus que ça à faire. Non, 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 attendez. Vous êtes hyper directs tous les deux pour formuler vos demandes et surtout des relances, hein. La dernière fois en réunion, vous avez été très sec. Et du coup, moi, j'ai dû rendre des comptes à la direction, hein. Alors, je ne sais pas ce que vous leur avez dit, comment vous leur avez dit, mais vous savez, avec les Anglais, il faut y aller mollo, hein. Il faut y aller avec tact. Parce que c'est compliqué avec eux. Et bon, vous, y aller mollo avec tact, c'est pas trop votre spécialité, hein. Quand même, là, Thierry, on a besoin d'avoir des infos, donc il faut les demander. Et vraiment, là, on a trop attendu. On va en plus avoir des pénalités de retard à la fin. Donc là, il faut aller cash, vraiment. Et toi, Thierry, vraiment, tu tournes un peu trop autour du pot. Et nous, au bout de chaîne, ben, nous, ça nous décale tout le planning quand même. Je sais, mais il faut mettre un peu de la rondeur dans la communication, d'accord? Il faut faire un peu de sociabilité, quoi. Et de blagues. Oh non, Fernando, arrête avec tes blagues. Ah, ça va, pardon, je sais que tu n'aimes pas trop les blagues. Je te ferai un gros bisou lors de notre prochaine réunion au bureau. Oh non, non, arrête aussi avec les bisous, les câlins, j'en peux plus, moi. Mais oui, je sais aussi que tu n'aimes pas quand je te fais des câlins quand je te vois. T'inquiète, je ne t'embêterai plus. Je vais travailler tout seul. Moi, je préfère. Déjame solo. Non, 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 on est une équipe et on doit bosser collectif, d'accord? Ouais, mais sérieusement, là, j'ai du mal avec tous vos câlins sans arrêt, vos bisous. C'est vraiment votre spécialité, les pays latins. Toujours dans le too much, là. Mi amor, querido, mon ami. Mais dès que tu grattes un peu, ah ben, il n'y a plus rien. Tu sais, c'est en partie pour ça qu'on est reparti en Allemagne avec mon mari. Pour des câlins. Ben non, bien sûr. Aussi, la famille nous a manqué, c'était dur. On est resté seuls, je sais pas, on a eu du mal à s'intégrer. On n'est pas réussi à se faire des amis en dehors du travail. Et en plus, vraiment, les enfants, c'était pas facile, hein. Les enfants, avaient assez avec les imitations des accents allemands, avec des blagues nulles sur les nazis, l'occupation, tout ça, tout ça. Et donc, en plus, mon mari, ben, il parlait pas du tout français. Et bon, on est resté 5 ans et on est parti. Attends, c'est pas assez 5 ans pour s'intégrer? Mais non, pour nous, non. Parce qu'on n'a pas trouvé d'aide, on n'a pas trouvé de connexion. Mais il faut que vous décoinsez aussi les éléments. Il faut aller vers les autres pays. Il faut vous détendre. Pour moi, on n'a pas trop envie de venir vers vous à 19h.
vous avez déjà dîné devant la télé alors que nous, on est au bar à la rue pour rencontrer des gens. Attends, Fernando, faut pas forcément aller au bar ou dans les restos pour rencontrer des gens. Oh. Oui, mais ça aide plus que de rester informé chez soi à partir des 6 heures du soir. Oh ben ça va quand même, on sortait. Mais qu'est-ce que tu insinues là, qu'on avait une vie de merde ou quoi? Chaque fois qu'on faisait un after work après le boulot, tu ne venais pas, tu étais coincé. Fernando, C'est no, impossible with you. Yes, yes, yes. that's not Yes. true. You know, this Yes, one it's time we absolutely went. true. No, No, never. maybe You can never no, to the bar, to but the Fernando, yes, maybe you were to too have some drunk and you meeting don't after. remember. Oh, Hein? oh, Afterwards, oh, it's a- oh, oh, on se calme, ouais, on se calme, d'accord? On se parle pas comme ça dans mon équipe. Et en plus en anglais, là, moi je vous rappelle que je comprends pas tout en anglais, d'accord? Ah Oh. ben normal, hein, en bon français. Oui, bon, bah C'est une alors, blague. ouais, allez, faites un effort, d'accord? Moi je suis nul en anglais, c'est comme ça, c'est tout, quoi. Et puis dans mon équipe, on parle français, d'accord? Bon, allez, on en reste là pour aujourd'hui. Prochaine réunion quand? Non, avant qu'on passe à ça, en fait, j'ai une annonce à vous faire. Oui, c'est quoi? Oui, n'aie pas peur, c'est positif. En fait, j'attends mon troisième enfant. Waouh, génial! Félicitations. Oui, Génial! merci, merci. Ouais, on est super heureux et voilà, je voulais vous prévenir car il faut quand même organiser mon absence et à ce rythme, le dossier FLS ne sera pas terminé du tout, hein, Oui, d'accord. C'est prévu pour quand? pour juillet. Bon, bah, ça va, il y a les vacances, et puis bon, quoi qu'il en soit, tu seras de retour avant la fin de l'année, c'est bon. Non, non, je vais quand même, je vais en profiter. Tu sais, grâce à mon contrat allemand, et merci encore d'avoir accepté ce contrat, moi, je peux prendre 12 mois, donc je serai de retour vers juillet 2027. Attends, t'exagères pas un peu là? Non, mais si tu veux, attends qu'il soit majeur, hein, comme ça tu louperas rien de son éducation. Tu as du calme. C'est normal que ça arrête autant de temps. C'est important, la famille. Ah oui, oui, c'est important la famille, mais le boulot aussi, c'est important, d'accord? Vous, les Espagnols, au moins, vous n'êtes pas comme tous ces pays nordiques là qui passent plus de temps avec les enfants qu'au boulot, quoi. Ça veut dire quoi ça? Nous aussi, on s'arrête longtemps. Et les papas aussi, de plus en plus. On commence à être de moins en moins machistes. Machiste, tu dis, bah écoute, au moins là, ça vous réunit, hein, comme sujet. Bon, allez, je vais prendre un intérimaire, alors en renfort, ça marche. Bon, alors, du coup, cette prochaine réunion, on la fait quand? Lundi 19h, hein? Oh non, mais là, tu fais exprès, Fernando. Oui, je le fais express. Lundi 15h. Ça Ah, ira? super, merci. Bon, Ok. allez, ça marche. Ok. Allez, bonne journée, et moi, je vais appeler FLS, hein? Ok. Ciao. Fais-le. Oh, faut le secouer. Faites, Fernando. Bon, allez, ciao, bonne journée à tous. Au revoir. Ciao. Bonne journée. Merci Elisa, merci Thierry, merci Fernando. Gracias et Dankeschön, si je peux dire. Merci pour cette scène très réaliste qui illustre bien les problématiques qu'on peut rencontrer parfois dans des équipes interculturelles. Donc, on va enchaîner directement avec Isabelle qui va nous définir un petit peu, avant de commencer d'attaquer le sujet, les notions de culture et d'interculturalité. Oui, merci Thomas et merci pour cette scénette qui, effectivement, comme tu le précises, illustre bien les difficultés qu'on peut retrouver en équipe interculturelle et qui montre aussi parfois l'envie de défendre son propre pays, sa propre culture, de vouloir favoriser ou hiérarchiser. Et c'est justement peut-être les avant-propos que je voulais poser sur ce webinaire. C'est qu'ici n'est pas l'idée justement de choisir ou de hiérarchiser. Ça va être vraiment d'essayer d'ouvrir une certaine forme de dialogue et tendre vers ce qu'on appelle la compréhension mutuelle. Et donc, effectivement, pour bien comprendre ça, je vous propose de voir ensemble quelques petites notions. Donc, en tant que psychologue et psychologue du travail, je ne peux pas passer un webinaire sans parler du fait qu'on reste quand même des animaux sociaux. Je pense que pour beaucoup, vous l'avez déjà entendu, mais je vais me répéter là-dessus.
On peut se comparer à certains animaux, type la tortue. Donc la tortue qui vient de naître est en capacité de marcher, marche seule jusqu'à la mer. Elle est dans une forme d'indépendance, là où le nouveau-né, lui, va être dans une forme de grande dépendance vis-à-vis de son entourage, que ce soit pour sa survie, pour se nourrir, mais aussi plus tard, vis-à-vis de la régulation de ses émotions, de son développement cérébral. Il y a tout un tas de choses qui sont nécessaires chez l'être humain, qui l'amènent à être en interaction. Donc on parle vraiment une dépendance au lien social. Et ce lien-là, en fait, il n'est pas, comme je l'explique, seulement physiologique, il est aussi de l'ordre de la psychologie et du émotionnel. Voilà. Donc, on a ce lien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, on a besoin de vivre ensemble, on a besoin de vivre en communauté. Et pour vivre en communauté, il faut quelques règles parce que coopérer durablement, ça ne fonctionne pas sans quelques repères communs. Il y a effectivement plein de théories autour de l'apparition de la culture. Je vous fais peut-être une synthèse et un choix aujourd'hui de le présenter comme tel, mais je vous invite à lire ce que vous voulez dessus. En tout cas, la culture aujourd'hui, du point de vue que j'ai proposé de vous offrir, ça sert à une fonction, on va dire, que de réguler les échanges et les interactions et venir servir aussi ces besoins primaires dont je parlais, c'est-à-dire les interactions, la reconnaissance, l'amour, etc. Donc, on a tous connaissance finalement de qu'est-ce que ce panneau rouge stop veut dire et qu'est-ce que cette lumière verte veut dire. Et c'est exactement ça que j'utilise comme comparaison vis-à-vis de la culture, c'est que ça a cette fonction-là de venir réglementer ce vivre ensemble. Donc, Bond, qui est un psychologue anglo-canadien reconnu dans le domaine de la psychologie interculturelle, explique que la culture, c'est un système partagé qui améliore la communication du sens, la coordination des actions entre les membres d'une seule culture, en réduisant l'incertitude et l'anxiété, rendant alors le comportement de ses membres prévisible, compréhensible et valorisé. Voilà, dans cette phrase, on retrouve après tout ce dont on a besoin pour comprendre la fonction de la culture, la fonction survie, la fonction psychologique, la fonction émotionnelle. Donc, ça nous amène à se poser la question, ok, donc ça sert à ça, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça contient? Le concept reste quand même assez large. Donc, peut-être pour résumer d'une façon assez simple, la culture, ça va être une certaine manière de penser, de parler, d'agir, de ressentir, d'interpréter. On va le retrouver dans quelque part les stéréotypes culturels que vous avez vus dans la scénette, le fait de manger à 19h pour les Allemands, le fait d'être peut-être direct ou justement de choisir d'être un peu moins direct ou voire indirect pour la culture anglo-saxonne. Donc, il y a un ensemble partagé, on va dire, de valeurs, de croyances, d'attentes et de significations attribuées au comportement. Et on voit bien que dans cette scénette, lorsque Fernando vient peut-être un peu avec du retard et semble très amical avec sa collègue, la collègue ne l'interprète pas de la même façon. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre a raison. C'est pas du tout ça la question. C'est que les deux partagent en fait une lecture différente sur le comportement qui est mis en place. Et les deux, en fait, possèdent des répertoires de comportement, on va dire, socialisés et sollicités différents. Voilà. Et c'est ça, en fait, la rencontre interculturelle. Hein, c'est vraiment de se retrouver dans différents répertoires et essayer de se comprendre. Donc, vis-à-vis de cette histoire de culture, peut-être pour répondre à la question de certaines personnes, la culture, elle est pas innée, en fait. Elle s'apprend et elle s'apprend à travers un processus qu'on nomme le processus de socialisation. On ingère beaucoup d'informations dès notre naissance dans nos échanges avec nos proches, nos parents, mais aussi avec l'école, les institutions, les pairs, les collègues, le travail. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de mutations culturelles dues au fait qu'on est tous connectés sur la toile, y compris aujourd'hui, et que du coup, on est exposé à des façons de penser et des façons de faire différentes de façon plus fréquente.
Donc, ce processus de socialisation se poursuit tout au long de la vie et on peut partir aussi du postulat que finalement, la culture, bah, elle évolue. Elle n'est pas du tout fixiste. Elle évolue au gré de comment nous, on évolue et aussi comment le contexte dans lequel on habite et on est évolue aussi. Pour donner un petit exemple, on peut penser au fait de se serrer la main ou se faire la bise avant et après Covid. C'est quelque chose qu'on a largement perdu dû à la peur d'être infecté, etc. Et qui est venu du coup modifier cet usage. Ok, donc je peux avancer là-dessus, j'essaye de ne pas oublier quoi que ce soit. Donc jusqu'à maintenant, j'ai parlé de culture de façon peut-être un peu simpliste, voilà, un ensemble de choses, de pensées, d'interprétations, valeurs, etc., partagées par un même groupe. Sauf que ben, on voit bien que la réalité, elle est quand même beaucoup plus complexe et en fait, on est amené à être dans des situations de rencontres de codes culturels différents pratiquement tous les jours. Certains s'exposent peut-être davantage, plus à la diversité, mais même un individu qui s'expose moins sera quand même à un moment donné en situation d'interculturalité. On peut penser aux défis intergénérationnels en entreprise où même avec la même culture nationale, on a des personnes qui sont nées à différentes époques et donc qui portent des indicateurs, des marqueurs et des références culturelles très différentes. Voilà. Et pourtant, les personnes se rencontrent, elles s'inter-influencent, on apprend les uns des autres et c'est ça la beauté de l'échange. Donc l'interculturel, c'est un peu ça quelque part. C'est en fait l'ensemble des processus qui se produisent lorsque des personnes issues de cultures différentes entrent en interaction. Ça a également été défini par Shawit, qui est un psychologue et anthropologue qui travaille beaucoup sur la question d'interculturalité. Ça a été défini comme l'art de vivre sociétal, l'art de la relation à l'autre. Je trouvais ça plutôt beau. Et en fait, ça présuppose quoi, l'interculturalité? Bah, qu'il y a un espace dynamique dans la relation. C'est dynamique étant, ça évolue, c'est mouvant, ça bouge. Ça se construit seulement dans l'interaction et dans la relation. Et il y a quand même un objectif derrière que de co-construire un lien et pas seulement une adaptation à sens unique où on essaye de gommer nos différences. C'est pas l'idée. Voilà. L'idée, c'est vraiment de se rencontrer peut-être à mi-chemin ou j'ai envie de dire dans une forme de tiers-lieu. Voilà, c'est ça l'interculturalité. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, je vous laisse avec Laure qui fera la première partie. Merci Isabelle. Donc, en effet, après avoir posé ces bases, on va s'intéresser maintenant aux défis et aux enjeux collectifs de l'interculturalité avec Laure Sourcy. Merci Isabelle, merci Thomas. Bonjour à chacune et chacun. Comme vous l'avez vu avec cette scénette, hein, peut-être que vous vous êtes reconnus, peut-être que vous avez pensé à un collègue, à une situation vécue à très longtemps. Ces moments où on se dit, mais pourquoi il me répond comme ça? Ou alors, mais elle n'a pas compris ce que je voulais dire. Donc regardons ensemble ce qui se passe vraiment dans ces situations et surtout ce qu'on peut en faire. Que fait notre cerveau quand nous rencontrons quelqu'un pour la première fois? Il classe, il catégorise en quelques secondes. On se dit, tiens, elle est monde. Lui, avec ses questions, on voit bien que c'est un financier. En fait, ce n'est pas un défaut, c'est notre cerveau qui essaie de gérer la complexité par ce que l'on appelle la catégorisation sociale. On ne peut pas traiter chaque personne comme un être totalement unique à chaque rencontre ou à chaque interaction. En fait, nous serions en surchauffe permanente, un peu comme l'emoji explosion de cerveau. Je ne sais pas si vous avez l'image. Et donc, selon Tajfel étant un psychologue social britannique d'origine polonaise, la catégorisation sociale, c'est notre tendance à classer l'autre, l'attribuer à un groupe selon des variables limitées, mais jugées distinctes. Et cela relève en fait du principe d'économie cognitive. Catégoriser permet de simplifier, mais parfois à tort, la réalité. Le problème, c'est ce qui vient après. Ce mécanisme de catégorisation sociale, utile au départ, peut déraper. Il peut déraper de trois manières. On va imaginer une progression. L'étape 1, on va généraliser. C'est ce qu'on appelle les stéréotypes. Nous entendons ou nous pensons, les Allemands sont toujours à l'heure. Ah, les Italiens, ils parlent fort. À ce stade, on va appliquer une caractéristique à tout un groupe sans tenir compte de chaque personne, que chaque personne est différente. C'est réducteur et là, pas encore hostile. L'étape 2,
on va juger négativement. Ici, on passe dans le registre de l'émotion. C'est ce qu'on appelle des préjugés. Nous ressentons de la méfiance automatique, du mépris ou de l'agacement envers quelqu'un simplement parce qu'il appartient à un certain groupe. Par exemple, c'est voir un nom à consonance étrangère sur un email et se dire intérieurement, c'est compliqué de travailler avec cette personne, sans même l'avoir rencontrée. Et enfin, troisième étape, donc je rappelle, on est passé de on est passé de la pensée à l'émotion, et là on passe à l'acte, on agit différemment. C'est la discrimination. Et là, on traite quelqu'un défavorablement à cause de son appartement perçu. Les exemples concrets, on en a tous et toutes. C'est ne pas promouvoir une personne compétente à cause de son accent, systématiquement exclure certains collègues lors de déjeuners informels ou encore écarter des CV à cause d'une adresse ou d'un prénom. Donc, ce qu'il faut le retenir, c'est que ces mécanismes, nous les avons tous. Ils sont automatiques et ça nous permet d'être réactifs face à la masse d'informations continuelles que nous avons à traiter. Donc le problème, ce n'est pas de les avoir, le problème, c'est de ne pas les voir, c'est de laisser le pilote automatique prendre les commandes. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle autant de l'interculturel aujourd'hui? Eh bien parce que le monde du travail a changé radicalement. Premier changement, les entreprises sont internationales. Même si vous êtes une PME à Toulouse ou à Lyon, vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires peuvent être partout. Même un petit artisan peut vendre sa production partout dans le monde via les plateformes que nous connaissons tous. Deuxième changement, nous travaillons en équipe multiculturelle. Et attention, ce n'est pas la même chose qu'une équipe pluridisciplinaire. Quand vous réunissez un ingénieur et un commercial français, ils ont des métiers différents, des jargons différents, mais ils partagent souvent les mêmes codes. Ils savent, enfin, du moins on l'espère, comment on dit bonjour, comment on gère un désaccord, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Maintenant, si on met un ingénieur français et un ingénieur japonais dans la même équipe, les compétences techniques, probablement, elles sont équivalentes, mais tout le reste, les valeurs, les non-dits, ce qui est normal, tout est différent. C'est là que ça se complique, et c'est là sans doute que ça devient passionnant. D'ailleurs, regardez ce chiffre. 98% des professionnels considèrent l'agilité culturelle comme importante aujourd'hui. 98%. C'est issu de l'enquête NetExpat de 2024. L'agilité culturelle, c'est quoi? C'est notre capacité à créer de la confiance, à influencer, à collaborer avec des gens qui ne pensent pas comme nous. Et le point clé, ce n'est plus réservé aux expatriés. Avec le télétravail, les équipes distribuées, les clients internationaux, nous sommes tous concernés. Concrètement, quand on interroge les équipes, qu'est-ce qui ressort? 3 grands défis. Le premier, cité par 62% des managers et des équipes, c'est la communication. Et là, je ne parle pas de la langue. Vous pouvez parler anglais couramment, travailler avec un collègue danois dont l'anglais est parfait, et pourtant, vous pouvez ne pas vous comprendre du tout. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans une réunion avec un collègue néerlandais et un collègue japonais. Vous présentez une idée. Le néerlandais vous dit « Non, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi. » C'est direct, c'est frontal. Pour lui, c'est du respect parce qu'il vous fait gagner du temps. Le japonais, lui, hoche la tête et dit « C'est intéressant » et il ne relance pas. Pour lui aussi, c'est du respect. Il ne vous fait pas perdre la face en public. Vous sortez de la réunion et vous ne savez plus ce que pensent vraiment vos collègues. Ça, c'est le quotidien des équipes multiculturelles. Deuxième défi, c'est faire équipe. Un exemple tout simple, le rapport au temps en début de réunion. Dans certaines cultures, je pense au Brésil ou au Moyen-Orient, commencer par 15 minutes de conversation personnelle, c'est un essentiel. C'est là que se construit la confiance. On ne peut pas faire affaire avec des inconnus. Et dans d'autres cultures, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, ces 15 minutes sont perçues comme une perte de temps. On est là pour travailler, quoi. Qui a raison? Personne. Et tout le monde. Mais si on n'en parle pas, chacun juge l'autre. Troisième défi, c'est construire la confiance. C'est le socle de tout. Sans confiance, il n'y a pas de collaboration réelle, pas de prise de risque partagée, pas d'innovation, il n'y a pas de liberté de parole. Et c'est précisément ce que les stéréotypes et les biais érodent jour après jour sans qu'on s'en rende compte. D'ailleurs, pour préparer ce webinaire, nous vous avons posé quelques questions via un sondage sur LinkedIn. Et merci de votre participation, ça nous a bien aidés. Et vos réponses résonnent très fort avec ce qu'on vient de voir.
Ainsi, pour vous, les défis sont d'adapter votre communication, de décoder les non-dits, trouver les bons mots. C'est exactement ce qu'on vient de décrire. Vos craintes, c'est d'être maladroit, de blesser sans le vouloir, ainsi que la crainte d'être jugé ou stigmatisé. Qui n'a jamais eu peur de commettre un impair culturel? C'est juste normal. Et c'est justement en parlant qu'on avance. Vos attentes seraient d'avoir des espaces pour échanger de la formation et de l'accompagnement. Donc voilà ce qu'on vous propose. Déjà 4 leviers concrets que vous pouvez activer dès aujourd'hui. Le premier levier, il s'agit de questionner nos propres codes. Posons-nous cette question. Et si ma façon de faire n'est qu'une façon de faire et pas la façon de faire? Ce que l'on trouve professionnel, poli, efficace, c'est culturel et ce n'est pas universel. Deuxième levier, c'est expliciter l'implicite. Il y a un adage pour cela qui dit « ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant ». En contexte interculturel, c'est essentiel. Les règles du jeu, les attentes, les non-dits, il est nécessaire de les verbaliser. Tout le monde y gagne. Le troisième levier, c'est réellement de cultiver notre curiosité. On dit que c'est un vilain dévot. Pour ma part, je crois que c'est vraiment une immense qualité. C'est poser des questions ouvertes, c'est écouter vraiment, suspendre son jugement, chercher à comprendre avant d'évaluer. Et c'est une question d'ouverture, d'aller à la rencontre de l'autre, d'enrichissement. Enfin, quatrième levier, c'est créer des espaces de dialogue. Parlez-en, en équipe, ouvertement. Les différences culturelles, ce n'est pas un sujet tabou, c'est un sujet de travail. L'agilité culturelle ne s'apprend pas dans un livre, c'est un savoir-être qui se construit par l'expérience, le questionnement et l'accompagnement. Et c'est exactement ce que nous proposons avec Opus Fabrica, Happy in France et Parenthèses, de la sensibilisation, des formations pour les managers, des séminaires, du coaching pour vos équipes multiculturelles et des formats innovants comme le théâtre appliqué que Thierry va vous présenter juste après. Notre conviction, ces défis interculturels bien accompagnés deviennent des leviers de performance et d'engagement. Merci. Merci Laure. Effectivement, quelques mots pour décrire comment l'on procède avec le théâtre appliqué. Comme vous avez pu le voir en début de webinaire, en fait, les scénettes que l'on joue sur les sujets ont pour effet et pour objectif de créer un effet miroir pour montrer une situation, décrire des dysfonctionnements, des incompréhensions ou autres qui peuvent générer donc des conflits futurs. Et le but, c'est de montrer aux participants dans nos animations, ou montrer aux participants comment ces situations professionnelles peuvent dégénérer. Donc le but, c'est de déclencher un petit peu toutes ces émotions dans l'esprit des participants pour qu'ensuite on puisse amener du fond. Donc au-delà de présenter des slides qui vont décrire des dysfonctionnements, là on va les jouer. Et donc c'est ça qui est complètement les avantages du théâtre appliqué. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on procède sur tous les sujets que l'on aborde avec Parenthèses. C'est avec des scénettes qui vont révéler des tensions, qui vont faire des mises en situation aussi immersives, comme c'est décrit, avec une prise de conscience par le vécu et des débriefings collectifs. Donc voilà, c'est un petit peu ce que l'on voulait vous montrer par la scénette que nous avons jouée en début de webinaire. Merci Thierry, merci Laure pour cette première partie. On enchaîne directement donc avec la seconde partie dans laquelle on souhaite apporter également un regard sur les défis individuels cette fois-ci et notamment sur le prisme de l'expatriation. Donc je donne la parole à Mathilde et à Isabelle. Merci beaucoup Thomas. Donc effectivement, nous allons vous partager les défis que rencontrent les salariés étrangers ainsi que nous allons partager des clés pour justement réussir à surmonter ces défis. Donc je suis Mathilde Baudu, la fondatrice de Happy in France. Je suis coach de vie et formatrice en langue et Happy in France accompagne les professionnels et sportifs internationaux ainsi que leurs familles dans leur intégration et tout au long de leur vie en France. Donc ça fait 4 ans qu'on accompagne de différentes nationalités, on en a accompagné 36, donc c'est vrai que le sujet de l'interculturel est passionnant et on a beaucoup de retours d'expérience sur l'intégration
notamment en France. Moi-même, j'ai beaucoup d'empathie pour ces personnes que l'on accompagne, puisque j'ai vécu 14 ans à l'étranger, dans 3 pays différents. J'ai dû apprendre 3 langues différentes et m'adapter à également des cultures très éloignées de la française. Je te laisse, Isabelle. Ça marche, merci Mathilde. Donc pour débuter cette partie sur les défis individuels, on voulait débuter quand même sur une bonne note parce que mine de rien, l'expatriation, c'est une superbe expérience. Et la plupart des expatriés le diront, hein, ils ont bien apprécié cette expérience et même beaucoup restent finalement et ne reviennent pas. On s'est appuyé sur une étude de 2025 assez récente sur la satisfaction. Donc, on voit qu'ils sont quand même nombreux à se dire satisfaits à partiellement satisfaits et que les sources de satisfaction sont assez claires. On parle de qualité de vie, de climat, de vie de famille et de découverte culturelle. Mais ce n'est pas que de la satisfaction, c'est aussi du développement de compétences. L'expatriation, c'est une opportunité pour se tester quelque part d'autre, pour s'adapter. Et on voit que chez les jeunes expatriés, les enfants d'expatriés, qu'il y a quand même un développement de leur ouverture d'esprit, de leur adaptabilité, mais aussi au niveau des salariés, ce même développement de compétences ainsi que une nouvelle sensibilité aux différences culturelles, donc une capacité plus grande à pratiquer le management interculturel. On voit aussi plus de prise d'initiative, d'autonomie et de leadership, autant de choses intéressantes qu'on peut gagner en partant à l'étranger. Et on voit que ce n'est pas que une histoire de mission, c'est des changements qui peuvent parfois en fait venir transformer la personne. Ça va être pas seulement un virage, ça va être une transformation dans sa vie. Voilà, je laisse la parole à Mathilde. Alors, c'est vrai que l'expatriation dans l'ensemble est très bien vécue, c'est une expérience très enrichissante. Mais moi, ce que j'observe concrètement sur le terrain, c'est un décalage entre les attentes et la réalité. En fait, l'expatriation est souvent fantasmée. On a des attentes précises, encore plus quand on vient dans un pays comme la France. C'est le pays du tourisme, de la gastronomie, de l'art de vivre. Et il y a une première phase, en fait, pour de nombreux expatriés ou impatriés, qui est une sorte de lune de miel où tout est beau. C'est une phase de découverte, de nouveauté. Souvent aussi, on a tous les aspects matériels, logistiques à traiter, donc l'installation dans un nouveau logement, et on découvre peu à peu son environnement. Par contre, il y a une deuxième phase, suite à cette phase un petit peu rapide et excitante, on va dire, qui est quand la routine s'installe, où là, il faut effectivement découvrir d'autres choses. Donc, pour le professionnel, c'est une nouvelle entreprise, une nouvelle équipe qui peut être amenée à manager d'ailleurs. Donc, tout est nouveau. Et il y a aussi des codes culturels. Ce n'est pas seulement la barrière de la langue qui va être problématique, mais il y a aussi les codes culturels de l'entreprise, voire même du service qui le rejoint. Donc voilà, tous ces freins peuvent un petit peu diminuer cette phase d'euphorie et entraîner certaines complications ou difficultés. Oui, c'est ça. On peut parfois parler de choc culturel. On parle aussi de micro-incompréhension, hein, vu qu'on a tout à apprendre de ce nouveau répertoire culturel, je vais dire. Il y a un certain effort cognitif à mettre en place. Je ne sais pas pour les personnes qui participent à ce webinaire, mais moi, je me souviens à l'étranger quand je devais parler anglais toute la journée, mais aussi vraiment m'adapter à une nouvelle culture, que j'étais vraiment fatiguée à la fin de la journée. Il y a une réelle fatigue. Donc, il y a tout ça à apprendre. Et parfois, on peut avoir ce sentiment d'inadéquation parce que on est parfois un peu à côté. On ne comprend pas tout des interactions parce que finalement, quand vous voyez bien, quand on maîtrise une culture, on comprend les sous-entendus, là où il faut tout réapprendre. Donc, ça peut aussi parfois venir impacter la confiance en soi et l'estime de soi. On prend l'exemple d'une personne diplômée ou même très bien expérimentée, voire brillante dans son propre pays, qui là se retrouve à l'étranger et devient la personne qui ne comprend pas, qui hésite, qui n'ose plus. Voilà, on peut voir ces changements-là arriver et progressivement la confiance en soi s'éroder, ça arrive.
Oui, tout ça est très compliqué à gérer et en plus, c'est très énergivore. Et en plus, on peut citer certaines pressions qu'a le professionnel qui intègre son nouvel environnement. C'est d'autant plus s'il a un poste à responsabilité, il a une pression de résultat. Donc, il peut en arriver à se mettre une grosse pression et c'est difficile à canaliser avec tous les freins linguistiques, culturels qu'il rencontre déjà. Mm. Oui, en plus de ça, on pourrait parler de la difficulté liée avec le visa travail. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement sur le terrain quand on accompagne des expatriés. Ils sont une majorité à avoir un visa travail et ça vient accentuer la difficulté. Pourquoi? Bah, parce que leur situation, leur régularité dans le pays est largement dépendante du travail. Et quand le travail ne va pas bien, lorsque les conditions ne sont pas réunies, ben, on est sur des salariés qui parfois ont peur de s'exprimer, parfois n'osent plus, ne disent pas les choses. Et il y a cette vraie épée de Damoclès au-dessus des têtes qui viennent vraiment appuyer sur du mal-être quand il y en a. Mm. Oui, tu cites le mal-être du professionnel, mais il y a aussi une certaine pression autour du bien-être de la famille et notamment du conjoint accompagnant. C'est vrai que cette population est beaucoup moins accompagnée et est souvent privée de la possibilité de travailler. Elisa alors, a cité la famille dans la scénette. Ils sont rentrés en Allemagne parce que voilà, les enfants, la famille, ils étaient mieux auprès de leur famille. Il y a cet isolement effectivement familial. Moi, je l'ai vécu personnellement à Porto Rico. On a été pendant 6 ans avec mon conjoint sur cette île magnifique des Caraïbes. Et j'ai suivi mon conjoint qui avait une opportunité professionnelle et malgré toute la beauté de l'île et l'accueil très chaleureux des habitants, c'est vrai que je me suis retrouvée à vivre une frustration professionnelle assez importante et je n'avais pas les clés pour réussir à la gérer toute seule. Encore plus quand on sort d'études, on a envie de mettre en application tout ce qu'on a appris. Donc ça peut être compliqué, c'est une perte de statut. C'est également, ça peut engendrer aussi une dépendance administrative ou financière. Et en fait, dans nos accompagnements, on va rappeler aux conjoints qu'ils ne sont pas en pause, pardon. Il faut vraiment qu'ils profitent de cette période d'expatriation pour se transformer, apprendre. Et en fait, ça peut devenir une vraie opportunité si elle est soutenue. Bon, en tout cas, il faut développer, comme Isabelle le disait aussi, de la curiosité, de l'ouverture d'esprit, mais en tout cas, être résilient et aller de l'avant et être accompagné si besoin. Donc, on voit bien en fait que l'accompagnement du salarié étranger est essentiel. L'entreprise, les experts sont là pour le soutenir, mais le bien-être du conjoint est tout aussi stratégique et c'est vraiment pas un luxe que d'accompagner les conjoints, c'est un facteur clé de la réussite de l'expatriation. Exactement. Ça, c'est, comme tu le dis, quelque chose qui ressort dans les études. Ce fameux manque de soutien social qu'on retrouve chez les conjoints, chez les salariés, de façon temporaire, c'est pas forcément quelque chose qui s'installe dans le temps, mais c'est vrai que quand on déménage, on est fragilisé temporairement, le temps de se refaire tout un cercle social. On peut exprimer ce profond sentiment de solitude. Et c'est précisément là, effectivement, où il va falloir redoubler d'efforts sociaux. Le gain est parfois à long terme et parfois on ne voit pas forcément le bout du tunnel quand on assiste à plusieurs événements pour rencontrer des personnes. Donc voilà, ça c'est un facteur entre guillemets de risque temporaire chez les personnes expatriées. Oui, tu as raison, créer du lien social. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de freins et de difficultés. Ces difficultés, elles peuvent générer de la culpabilité et du silence, notamment chez le conjoint, pour revenir à la situation du conjoint accompagnant. On ne va pas oser dire qu'on ne se sent pas bien, on a un peu honte, on se sent coupable parce que sur le papier, on a une situation assez idéale. Toutes les conditions sont réunies pour être heureux, mais on ne l'est pas. Ce mal-être. Donc oui, il y a toute cette situation qui peut provoquer honte, culpabilité, et dans certains cas, ça arrive. On peut avoir un mal-être qui s'installe, on peut avoir des personnes qui commencent à exprimer de l'anxiété, qui se mettent en retrait, d'autres personnes qui vont traverser ce qu'on appelle des épisodes dépressifs. Il y a également aussi un facteur aggravant, c'est-à-dire le fait d'être ciblé par des discriminations, par du racisme, qui viennent fragiliser d'autant plus une personne qui peut déjà se sentir en fragilité. Donc, toute cette slide, pardon, on l'a faite pour montrer que, contrairement à un salarié lambda, une personne expatriée, que ce soit un accompagnant ou un salarié, est en train de vivre
énormément d'adaptations en même temps. Bien sûr, il y a plein de gains. Là, on s'est focalisé sur les coûts. Il y a vraiment beaucoup de gains très intéressants à l'expatriation, mais il ne faut pas oublier cette vulnérabilité, entre guillemets, temporaire que les salariés traversent. Et j'ai envie de dire, tout ça, c'est une question d'équilibre quelque part, hein. C'est-à-dire que lorsqu'on traverse tout changement, et il y a une question d'équilibre, c'est qu'est-ce que ma situation me demande et qu'est-ce que j'ai comme ressources pour y faire face. Et c'est là où le stress peut parfois se prononcer, c'est quand cet équilibre est rompu, quand ce qu'on me demande, c'est-à-dire mon adaptation à l'environnement culturel, mais au travail, il est trop grand vis-à-vis de mes ressources et que j'ai du mal à composer et à gérer dans cette situation. Donc là, c'est une grande problématique, c'est que ce stress lié, comme je viens de dire, vient se rajouter à tout ce qui existe déjà dans le monde de l'entreprise. Et là, en tant que psychologue du travail, on intervient très régulièrement autour des risques psychosociaux. Pour rappel, les risques psychosociaux sont des risques pour la santé mentale, physique, sociale, qui sont engendrés par des conditions d'emploi et des facteurs organisationnels et relationnels. Donc, on peut penser à la pression temporelle, à la charge mentale, aux relations au travail. Donc, ça, c'est des choses qui existent. Le salarié expatrié arrive dans un environnement où il est potentiellement exposé à ces risques psychosociaux et il est potentiellement plus vulnérable que d'autres personnes. Je dis potentiellement parce qu'on n'est pas là pour faire des généralités, mais c'est quelque chose à garder en tête. Donc, pour les entreprises, il me semble que ça reste un sujet central parce que pendant cette phase d'adaptation, comme j'ai dit, son équilibre est fragilisé. Et là, il s'agit de peut-être porter un peu plus attention, voir comment la personne va, comment elle s'intègre et mettre en place quelques petites actions pour s'assurer que tout se passe bien. Tout à fait, il y a des actions qui sont très accessibles pour les entreprises, parce que concrètement aujourd'hui, quand un collaborateur international ne va pas bien, sans toujours oser le dire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? C'est vrai que l'entreprise a un rôle clé à jouer pour accompagner son salarié. La première, donc, c'est de donner des repères, et ce, dès l'arrivée, en fait, dès les premiers jours de l'intégration du professionnel. Donc, l'idée, c'est d'aider la personne à comprendre rapidement les codes de l'entreprise, les codes du service dans lequel il va travailler, toutes les attentes implicites et la façon dont les choses fonctionnent également au quotidien dans l'entreprise, ce qui est propre vraiment à l'entreprise elle-même. La deuxième action, c'est de créer des espaces de parole sécurisés. Donc, on va mettre en place des temps dédiés où les collaborateurs internationaux peuvent s'exprimer, donc sans jugement, sans évaluation, et ça permet souvent de désamorcer en fait des situations de malentendus et d'enlever un petit peu de charge mentale auprès des salariés étrangers. Ça, c'est des leviers que peuvent mettre en place les entreprises, et Isabelle va en citer deux autres. Oui, on peut dire aussi, troisième action, favoriser les liens et le collectif. On peut imaginer la mise en place de référents d'expatriés, des groupes de pairs, des équipes mixtes, comme évoquait Laure tout à l'heure. Ce sont des choses qui peuvent aider en tout cas à rompre ce sentiment d'isolement qui peut si facilement s'installer et à renforcer ce sentiment d'appartenance, que ce soit au sein de l'équipe, mais aussi au sens large au sein de l'entreprise. Et dernièrement, une action qui semble encore une fois faire reflet avec la partie de Laure sur les stéréotypes, ça va être d'essayer de passer de l'étiquette à la personne. En fait, plus on fréquente quelqu'un, plus on voit que la personne n'est pas qu'une étiquette culturelle et que des représentations et des préjugés. On voit bien que ce n'est qu'une lecture, en fait. La culture n'est qu'une lecture sur les personnes et qu'il y en a plein d'autres. Il y a aussi la lecture de la personnalité qui est très intéressante et très riche. Donc, voilà, essayer de se remettre en question le plus possible. On reste avec nos mécanismes, ils restent automatiques. On ne va pas aller contre notre nature, mais remettre en question ces automatismes et passer plus de temps les uns avec les autres. Tout à fait. Et en complément, on peut aussi, donc Opus Fabrica, parenthèse, et Happy in Friends peuvent aider les salariés à travers les multiples phases de l'expatriation. Donc, il y a l'avant qui peut être intéressant à travailler, pendant évidemment, et après aussi. C'est vrai que moi, par exemple, mon retour en France n'a pas été facile. Il n'y avait pas la barrière linguistique, mais j'ai pris un petit choc culturel quand même après 14 ans passés à l'étranger, de revenir à Toulouse. Ça m'a demandé un petit peu de temps d'adaptation. Alors, on peut se demander en cas de problématique s'il faut du coaching ou un accompagnement psychologique. Tout dépend de la problématique, évidemment, mais on partage quand même un même socle, un socle commun, qui est de proposer une écoute de qualité, un espace d'écoute confidentiel et surtout personnalisé.
Donc, pour ma partie, voilà, en coaching, on parle plutôt de performance et d'objectifs à atteindre. Donc, pour une entreprise, c'est intéressant, ça s'inscrit dans un cadre clair, un contrat avec des attentes précises, et ça peut être dans le cadre d'un coaching professionnel pour le nouvel arrivant. En interculturel, le coaching permet aussi de développer, d'améliorer ses compétences de communication pour justement bien comprendre la culture locale et éviter les malentendus. Et en coaching, on va aussi travailler donc sur ses valeurs, sur sa posture, sur son leadership, travailler sur des objectifs précis en lien avec son nouveau poste. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, pour le professionnel étranger de travailler sur les modes de fonctionnement de chacun, donc les siens et ceux de l'entreprise, pour gagner en efficacité, en fait, et gagner en confort au quotidien. Et merci Mathilde pour cet aspect socle commun et partie coaching. Donc, au niveau de la psychologie, du soutien psychologique, bien sûr, on va travailler sur des thématiques similaires, mais peut-être pas forcément dans la même direction. On est vraiment dans la perspective d'offrir un espace d'écoute, tout simplement, déjà, pour déposer toute cette fatigue dont on parlait tout à l'heure, qu'elle soit cognitive, émotionnelle, etc., tout ce stress. Ça aide aussi à rompre un peu le sentiment d'isolement pour certaines personnes. De venir accompagner sur la perte de ses repères, mais aussi sur tout ce qui est psychologie du travail autour des risques psychosociaux classiques, dont surcharge, etc. Donc l'objectif, j'ai envie de dire, ça va être de préserver la santé des personnes, s'assurer que ça ne s'aggrave pas et faire en sorte à ce qu'elles puissent se reconnecter à des ressources importantes pour elles. Donc ça, c'est autant de choses qu'on peut travailler côté psychologique. Après, j'ai envie de dire, et que c'est aussi très important à rappeler, que performance et santé mentale ne s'opposent absolument pas en entreprise. Un salarié qui va bien psychiquement, il est plus engagé, il est plus lucide et il est aussi plus en capacité de s'adapter. Et avoir recours à un accompagnement ne dit en rien d'une faiblesse ou d'une incapacité. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des petits moments de mou, de difficultés. Et venir bénéficier d'un de ces accompagnements, franchement, c'est une manière de vous aider à prendre du recul, traverser ces changements-là avec plus de soutien et trouver aussi surtout des ajustements qui vont favoriser un meilleur équilibre, j'ai envie de dire, si ce n'est à long terme, un meilleur équilibre au moins à court terme. Et c'est déjà ça. Voilà, donc pour conclure, j'ai envie de dire que l'expatriation, c'est une merveilleuse aventure, que l'interculturalité, c'est une grande richesse, mais qui a aussi besoin d'être bien accueillie et accompagnée. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci Isabelle, merci Mathilde. On va enchaîner avec la partie questions-réponses. Donc, je regarde dans le chat, il n'y a aucune question. Donc, voilà, je vais peut-être laisser le temps aux gens à vous, aux participants, d'écrire vos questions si vous en avez. De toute façon, nous, si vous avez des questions qui vous arrivent en tête ou des problématiques que vous ne souhaitez pas partager ici, mais que vous souhaitez partager de façon confidentielle, vous pouvez nous contacter directement sur LinkedIn ou nos adresses email. Voilà. Je vous laisse un peu de temps si vous souhaitez poser des questions. Si des intervenants souhaitent rajouter quelque chose, vous pouvez également. Je voulais dire merci beaucoup Thomas pour cette animation de webinaire et toute la coordination entre les personnes qui ont pu intervenir aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou par email comme Thomas exprime, sachant qu'il y a la possibilité de mettre une vidéo en ligne qui répond aux questions. Donc, si jamais ce n'est pas pour aujourd'hui, ça peut être aussi pour un autre jour. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Oui, comme dit Maïtena, en effet, s'il n'y a pas de questions, c'est que c'était clair et complet. Donc c'est plutôt bon signe. Elba vous a également mis notre adresse mail générique Opus Fabrica, donc contact@opus-fabrica.fr. Si vous avez des questions pour parenthèse ou Happy in France, vous pouvez
nous contacter au Puce Fabrica et on se chargera évidemment de partager vos demandes. J'ai vu que Nathalie avait rallumé sa caméra. Peut-être que Nathalie, tu souhaites dire quelques mots? Oui, merci Thomas. Alors, merci et bravo à toute l'équipe pour la conception et l'animation de ce webinaire et un merci tout spécial à El Bayani que on ne voit pas mais qui est derrière dans les coulisses et qui rend tout cela techniquement possible. Moi, je voulais juste, effectivement, comme je l'avais dit en introduction, faire une petite conclusion finalement et une invitation. On l'a vu avec les interventions qui ont été proposées, c'est que finalement l'interculturalité, c'est une formidable occasion de développer des compétences qui sont extrêmement précieuses pour nos entreprises. On a parlé, je ne vais pas toutes les reciter, mais l'autonomie, l'agilité, le leadership, et j'en passe et des meilleurs. Et si on écoute bien, qui sont autant de compétences qui sont tellement recherchées aujourd'hui et qui vont l'être de plus en plus. Donc, une formidable occasion. Mais ça va demander, et ça a été très bien expliqué, une décision, une intention, un effort de prise de conscience, de mise en débat, parce qu'on ne change pas nos réflexes, nos automatismes par magie, en claquant des doigts ou en se disant, tiens, il faudrait que je le fasse. Non, ça va passer par l'expérience, ça va passer par la mise en débat, ça va passer par l'émotion et ça va passer beaucoup par le partage. Donc, c'est important parce que les difficultés qui ont été évoquées, elles sont réelles, parce que l'interculturalité, on l'a vu, elle peut à la fois générer de la vulnérabilité individuelle, mais aussi générer à minima des incompréhensions, au pire des tensions ou des conflits. Donc, il y a un véritable défi ici. Donc, décider d'engager une démarche d'entreprise, parce que c'est une démarche d'entreprise que d'engager cela. Il ne s'agit pas seulement de proposer à des personnes en expatriation de pouvoir bénéficier d'un coaching. C'est installer ce dispositif dans un dispositif plus global d'accompagnement de l'interculturalité. Et ça, c'est un véritable enjeu stratégique et c'est une véritable décision stratégique pour les entreprises et qui va être à la fois au bénéfice de la santé, de la qualité de la coopération et inévitablement donc de la performance. Isabelle rappelait à quel point tout ça est lié. C'est une formidable opportunité d'ouverture. Et puis, on peut peut-être se dire en écoutant ce webinaire, quoique si on s'y est connecté, c'est qu'on se sentait appelé par le sujet, mais des entreprises peuvent se dire, mais nous, on n'a pas d'étrangers dans notre équipe, on n'a pas des agences dans d'autres pays, on n'a pas... non, mais en fait, j'espère que là, vraiment, le message est passé avec cette intervention, et Laure a beaucoup insisté là-dessus. Nous n'échappons pas à l'interculturalité parce qu'elle est partout. Et dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a de l'interculturalité partout, bien au-delà du seul sujet de l'expatriation de collaborateurs. Donc, c'est là aussi une compétence que l'entreprise dans sa globalité a un véritable intérêt à développer. Donc nous, c'est pour cette raison-là, précisément, parce qu'il y a ces enjeux, parce que c'est un enjeu de performance et que c'est un défi stratégique, on a choisi effectivement de concevoir une offre d'accompagnement à la fois collective et individuelle pour accompagner l'ensemble des facettes de ces enjeux interculturels, pour pouvoir accompagner vos entreprises à devenir des entreprises mondes, des entreprises ouvertes et des entreprises qui s'enrichissent chaque jour de ce que les autres cultures viennent bousculer dans leurs habitudes. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager en conclusion de ce webinaire. Merci Nathalie. Eh bien, on arrive quasiment à 1 heure de webinaire, donc la durée qu'on s'était fixée. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à nous poser des questions directement sur LinkedIn ou à nous contacter si vous avez besoin de plus amples informations. Nous allons travailler dès à présent sur notre prochain webinaire, donc il faudra qu'on fixe la date et la thématique, mais on n'hésitera pas évidemment à vous en informer sur nos canaux habituels. Je remercie encore tous les intervenants qui ont fait la richesse de ce webinaire. Merci à vous et puis merci à vous d'avoir suivi en direct ou ceux qui nous suivront également en replay. Merci pour votre participation.
et une très bonne journée à tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. Merci à tous, bonne journée. Merci Merci. beaucoup et bon après-midi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.